Bienvenue à Bibliothèque Médicis. D'où vient une nouvelle fois cet intérêt pour Napoléon Bonaparte? Le mythe de l'empereur, icône nationale, n'en finit pas de se réincarner. On l'imagine, on le voit partout. D'où vient et pourquoi aussi cette interrogation sur l'actualité du bonapartisme? Les livres aujourd'hui fournissent peut-être une réponse. Des documents d'une exceptionnelle qualité sont en ce moment publiés. Thierry Lenz chez Fayard, le 3e des 4 volumes de la nouvelle histoire du Premier Empire, la France et l'Europe 1804-1814. Jean-Claude Casanova avec Thierry Lenz et toute une équipe, une centaine de collaborateurs. Le tome 4 de la correspondance générale de Napoléon, il y en aura combien chez Fayard? Il y en aura 13. Et toutes les lettres, rien que les lettres, documentées, vérifiées, analysées, datées et commentées aussi. Est-ce qu'on connaît mieux Napoléon à travers toutes ces lettres? Oui, sans aucun doute. Il y a 2 façons de connaître Napoléon. Soit les livres très savants, dont nous allons discuter, soit les films de Sacha Guitry ou d'Abel Gans. Et si vous regardez attentivement les films de Sacha Guitry ou d'Abel Gans, qui chacun dans leur genre sont assez bien, vous avez le sentiment que la personnalité a quelque chose, un peu d'une espèce de mélange de rapidité, d'autorité, de perspicacité, d'exagération, etc. Et donc les lettres, je crois, sont la seule approximation que nous ayons du fonctionnement de son intelligence et de son caractère. Elle vous apporte beaucoup, Thierry Lenz? Oui, énormément, oui. D'autant que dans cette publication, il y a des lettres qui sont inédites, qui étaient peu connues et qu'on a redécouvertes, notamment une lettre de 1797 à Talleyrand sur la Constitution, la meilleure Constitution pour la France. Ça pourrait intéresser peut-être Jean-Claude Casanova. Qui fait partie du comité des 13 sages Balladur. Et qui est en fait le programme constitutionnel de Napoléon pour les années qui vont suivre. Est-ce qu'il reste encore, et dans quelles archives, des lettres inédites de Napoléon, à l'un ou à l'autre? Oui, il y en a 50% de plus dans ces volumes que dans l'édition officielle du Second Empire. Oui, mais à l'époque, on avait un peu escamoté, on en avait caché quelques-unes, hein, parce qu'elle n'allait pas dans la vérité du personnage vu par l'époque, non? On les avait même modifiés lorsque les personnages étaient encore vivants, pour ne pas les vexer, pour ne pas qu'ils sachent ce que l'empereur pensait vraiment d'eux. Vous vous rendez compte? Oui, il y a beaucoup de pudeur dans certaines lettres. Dans les publications anciennes, certaines lettres de Joséphine ont été censurées et on les retrouve peu à peu et on arrive à compléter les manques. Et c'est bien évidemment la partie qui manque qui est la plus intéressante. Et vous allez publier toutes les lettres à Joséphine? Ah oui, bien sûr, toutes, mais elles ont déjà été en Oui, non, mais il y en a quelques-unes qui sont un peu sobres, disons. Moins crues que d'autres qu'on a lues. Oui, les crus ont été publiés. Alors le tome 4, c'est 2 années, 1803-1804, 2 années seulement, et c'est un immense volume, c'est un travail tout à fait remarquable, hein, publié par la Fondation Napoléon, chez Fayard, dans un coup de chapeau. Anka Mühlstein, vous êtes historienne, vous vivez à New York, et vous publiez aux éditions Odile Jacob Napoléon à Moscou. Après Tolstoï et Chateaubriand, vous retracez à votre manière les 6 mois de la campagne de Russie. Il est au sommet de sa gloire. Et pourquoi il va en Russie? C'est la question, bien sûr, qu'on se pose. Mais ce qui m'a intéressé, c'est la réaction de Napoléon à l'incompréhensible. Il mène une campagne finalement victorieuse. Il arrive à Moscou et c'est l'enlisement. Il ne sait plus quoi faire, il est décontenancé. Et c'est la première fois qu'on a l'impression qu'il flotte véritablement. Tout ce qu'il essaye de faire débouche sur le néant. Il n'arrive pas à entrer en contact avec le gouvernement russe et il reste à attendre. Et c'est totalement contraire à son génie. Bien On va voir pourquoi. Et vous citez un de ses ministres qui disait « L'empereur est fou, tout à fait fou, il nous jettera tous cul par-dessus tête et tout cela finira par une épouvantable catastrophe. » Et ça a été le cas. C'était ce qui s'est passé. Dominique de Villepin, le soleil noir de la puissance, c'est Perrin. La chute de Napoléon, elle vous paraît, vous, inéluctable depuis le début. Derrière l'apogée de l'Empire et de la gloire, vous voyez la chute. Oui, les prémices, en tout cas la précarité du pouvoir et cette sensibilité très particulière du jeune Bonaparte, les épreuves, les souffrances fondatrices qu'il traverse, qui constituent sa personnalité et qui en font une sorte de grand magicien de la vie politique, puisqu'il arrive à transformer des défaites en victoires. Et on va voir comment. Et ça, c'est vraiment un prestidigitateur. Le fameux soleil d'Austerlitz, pour vous, annonçait déjà Waterloo, l'île d'Elbe
Et puis l'exil Je à pense que Sainte-Hélène. tout est très tôt présent et qu'il suffit de savoir lire. Mais il faut avouer qu'il y a, à côté de Bonaparte, à côté de Napoléon, il y a des circonstances tout à fait exceptionnelles. Il y a ce torrent de la Révolution et que le principal problème pour tout citoyen français dans cette période, c'est de survivre, d'apprivoiser ses passions. Et bien sûr, le destin de Napoléon lui permet d'avoir une prise particulière avec ces événements. Aujourd'hui, Dominique de Villepin, quand on vous interroge sur votre livre, on vous fait parler davantage de Nicolas Sarkozy que de Napoléon. C'est une erreur. D'où vient, oui, mais vous en parlez volontiers, vous vous laissez porter par la fougue, l'enthousiasme. Et d'où vient chez vous cette fascination pour Napoléon? C'est surtout pour la période. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment la France passe de l'Ancien Régime, avec la Révolution, l'Empire, à la France moderne. Je crois qu'il y a un certain nombre de personnages dans ces périodes tout à fait exceptionnelles qui arrivent d'abord à survivre, qui passent, on leur coupe la tête, d'autres surnagent plus longtemps, et la figure de Napoléon est certainement la plus importante durant cette période, et c'est lui qui pose les fondations de la France moderne, les masses de granit, nous dote du Code civil, nous dote d'une méritocratie, il fixe des valeurs très importantes qui ne cesseront de grandir par la suite. Jean-Claude Casanova, vous n'avez été jamais surpris de voir qu'un Premier ministre, qui était encore Premier ministre il y a quelques mois, publie un si gros volume. À quel moment vous écriviez? J'ai terminé les 4 volumes en 2002, donc vous voyez, il y a un certain temps. C'était pas d'ailleurs désagréable de terminer cela au Palais de l'Élysée. Et puis je me suis efforcé au Palais de l'Élysée, quand vous étiez d'améliorer, secrétaire général. Voilà, d'achever tout cela au fil des années. La France a déjà été gouvernée par des historiens de Napoléon. Thiers a été le grand historien de Napoléon au XIXe siècle et a gouverné la France assez longtemps. Donc il y a un grand avenir devant Dominique de Villepin. J'espère qu'il n'ira pas réprimer Versailles. Enfin, la Commune. Thiers a fondé la République. Ouais, c'est le plus important. Oui. Et pas que ça. Mais à quel moment vous écriviez? Ou vous corrigiez? Un peu tout le temps. Parce que la question me lire depuis toujours. Et comment faisait-il? Lire depuis toujours, c'est une période extrêmement riche et on ne cesse jamais de lire de bons livres et d'avoir de nouveaux éclairages sur telle et telle partie de cette période. Et écrire tôt le matin, tard le soir, c'est 2 périodes propices. Et alors en ce moment? En ce moment, je continue. Le 4e, puisqu'il est écrit. En ce moment, je continue. Mais j'ai terminé un petit ouvrage qui est une sorte de journal de Matignon. Et là, j'écris un livre sur les mots et la peur, mais qui est un dialogue à travers la poésie et la littérature contemporaine. Mais la peur, vous la voyez aussi dans l'action politique et même au sommet. Je dirige. pars du principe que la peur, c'est la grande énigme, parce qu'elle est omniprésente et personne n'en parle jamais. En politique, c'est le principal acteur. C'est ce qui fait bouger les hommes. Vous aviez la trouille à Matignon. Non, la peur, c'est pas la trouille, c'est tout à fait différent. La peur, ça peut prendre des formes extrêmement différentes. Je peux me permettre avec Dominique de Villepin. Mais la peur, c'est un élément incontournable de toute création, et la politique est une création. Marguerite Long a d'ailleurs rappelé à l'ordre une de ses élèves en lui disant vous n'avez pas le trac? Vous n'avez pas le trac? Non. Ne vous en faites pas, ça viendra avec le talent. Mais la peur, c'est pareil. Si on n'a pas peur en politique, on ne fait pas de grandes choses. Vous nous direz à quoi elle ressemble, cette peur. Et vous la sentiez, vous la ressentiez chez Napoléon quand vous travaillez sur le personnage et sur lui? Il y a des périodes où la peur se fait sentir. Bon, la période du consulat, évidemment, parce que là, tout le monde joue sa vie. Lui, les autres pensent aussi, il a joué contre lui, et ainsi de suite. Il y a des moments où le sang-froid le quitte. Au 18 Brumaire, peut-être au moment de l'exécution du duc d'Enghien. Mais ensuite, moi, je considère que justement c'est probablement parce que la peur l'a quitté que Napoléon va vers l'abîme. Donc l'ivresse remplace la peur. Donc Jean-Claude Casanova, il faut toujours des contre-pouvoirs au pouvoir suprême. Oui, bien sûr. Enfin, c'est ce qu'on dit en général. C'est pas ce que pensent ceux qui exercent le pouvoir. Mais vous êtes là pour il leur arrive de le souhaiter, parce que c'est vrai que les contre-pouvoirs, ce sont des garde-fous pour le pouvoir. Le pouvoir a besoin, dans le dialogue qu'il a avec lui-même, d'être épaulé, appuyé. C'est drôle. Et vous vous considérez aujourd'hui comme un garde-fou, vous? Je pense que le fait d'avoir des consciences critiques, d'avoir des personnalités qui ont de l'expérience et qui peuvent porter un avis, c'est très utile. C'est vrai pour la politique internationale, c'est vrai pour la politique intérieure. Un pouvoir qui n'est pas stimulé n'est jamais qu'un pouvoir médiocre. Mais est-ce qu'il doit être stimulé de l'extérieur sur la place publique ou dans des conversations privées? Oui, non, c'est indispensable, parce que c'est le jeu de la démocratie. Si la critique ne s'exerce qu'à l'intérieur, elle doit s'exercer à l'intérieur. Ça, c'est la délibération gouvernementale. Que le Premier ministre et le Président de la République s'affrontent au quotidien dans des débats qui sont des débats forts.
On est bien sûr qu'il fasse cause commune à l'extérieur une fois la décision prise, c'est normal. Mais dans le jeu démocratique, chacun a une conscience et chacun a son mot à dire. Et le pouvoir est toujours grandi d'accepter, voire d'encourager la critique. Dans les grandes périodes de notre histoire, ce sont bien ces moments-là où il y a des hommes divers qui apportent leur vision, qui apportent leurs propositions et qui grandissent l'action politique. Vous vous accrochiez souvent avec le président Chirac? Oui. Oui, j'avais des débats très forts et j'étais très souvent pas d'accord avec le président Chirac. Et le fait d'en parler conduisait parfois à prendre des décisions qui étaient infléchies par rapport à l'élection originale. Vous n'auriez pas aimé que quelqu'un en parle? Non, j'en ai jamais parlé à l'extérieur, mais je pense que, ayant passé 7 ans à l'Élysée, les débats les plus vifs étaient sans doute entre lui et moi. Alors Thierry Lenz, vous avez parlé du 18 Brumaire. Est-ce que vous pouvez rappeler aussi ce moment, parce que Dominique Villepin en parle quelquefois, c'était le moment où il pouvait comprendre qu'il n'était pas à la hauteur d'abord de la situation et peut-être de l'avenir qu'il se préparait. Il y a aussi un mystère autour du 18 Brumaire, c'est qu'on n'est pas dans sa tête. Alors on a, pour analyser tout ça, les faits, les témoignages qui ont été donnés, son comportement. Bon, son comportement n'a pas été, je dirais, un comportement de sang-froid, mais on peut se demander aussi dans quelle mesure il ne souhaitait pas un dérapage au moment du coup d'État, de telle sorte qu'il puisse priver de la victoire ses alliés politiques qui étaient CIS et les modérés. Donc à la fois avec Napoléon, on ne sait jamais trop où commence je dirais, ou une perte de sang-froid, ou une fausse colère, ou une vraie colère, et où commence le calcul politique. Alors, sans doute, c'est un homme qui calcule toujours. Sauf quelquefois, et apparemment pour vous, là, il a perdu les nerfs. Oui, et je pense qu'il est quand même parti pour aborder cette échéance centrale. Il est parti avec l'idée d'accroître le plus possible la légitimité de la conquête du pouvoir. Donc, a priori, il cherchait à réunir les conditions pour que les choses se passent bien, et il accorde assez peu de temps aux préparatifs militaires. Il essaye de développer au contraire et de multiplier les contacts politiques, et il est pris finalement en flagrant délit d'impréparation. Et je pense que l'effondrement de Bonaparte le 19 Brumaire n'aurait pas été possible s'il avait été en avance d'un calcul politique. Je pense que là, il est court de stratégie, court de scénario. C'est un homme en plus qui découvre qu'il n'est pas bon devant la foule, orateur. Pas bon devant l'Assemblée parlementaire. Il n'est pas orateur, en tout cas pas orateur parlementaire, ce qui est un exercice tout à fait particulier, et il faut le savoir. Et de ce fait, oui, mais de ce fait, il rate une occasion, mais il n'est pas meilleur devant l'armée quand il se retrouve dehors à chercher à haranguer la troupe. Et sans son frère Lucien, je pense que les choses auraient été catastrophiques. Alors Thierry Lenz, vous écrivez Napoléon est le personnage historique qui a été le plus étudié, disséqué de son vivant, comme après sa mort. Du moment où il fut chef d'État, on connaissait l'emploi du temps au jour le jour. Vous dites on connaît le nombre de chapeaux que lui confectionnait Poupart, entre 160 et 170, de culottes qu'il emporta à Sainte-Hélène, 19, la couleur de ses yeux, gris-bleu, de ses cheveux châtains, sa taille, 1,68, 1,69, et d'autres détails. Et vous enrichissez encore la légende. Qu'est-ce qui reste encore à apprendre en 2007-2008 de Napoléon? Alors je vais me tourner vers mon maître Jean Tullard qui en ouverture de son Napoléon ou le mythe du Sauveur cite Stendhal qui dit il faudra réécrire l'histoire de Napoléon tous les 50 ans. Eh bien c'est sans doute ce que nous essayons de faire tous à notre niveau parce que les angles de vue changent et parce que l'histoire ne se raconte plus de la même façon aujourd'hui qu'elle se racontait il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 150 ans, que, évidemment, les historiens, et M. de Villepin en est la preuve, mettent leurs propres problématiques dans leurs écrits, leurs propres goûts, leurs propres... Il parle beaucoup de lui dans son Napoléon. C'est pas ce que j'ai dit, pas du tout. Beaucoup. Mais, ne lui faites pas dire ce qu'il ne dit pas. Mais il nous dit dans des termes de grand historien. Il dit la problématique de Dominique de Villepin. Non, la problématique du pouvoir. C'est voilà, vrai, infléchit le regard. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on y met de sa personne, on y met de son expérience, Jean-Pierre Elkabbach, comme dans tout livre. Vous le savez bien, vous avez écrit des livres. Voilà, donc, par exemple sur le personnage de Napoléon, mais je crois que Dominique de Villepin a fait la même réflexion, c'est ce qu'on n'a jamais finalement essayé de regarder de près, c'était l'effet qu'a eu le temps sur lui. Aujourd'hui, avec par exemple nos deux précédents présidents de la République, on a toujours dit bon c'est la fin de règne, il a vieilli, il a ceci ou il a cela, il est malade et ainsi de suite. Or, le temps a eu de l'effet sur Napoléon, comme il en a sur tous les hommes, comme il en a sur vous, comme il en a hélas sur moi aussi. Et c'est aussi un peu un des facteurs de la chute, c'est-à-dire le temps qui passe, le pouvoir qui devient de plus en plus absolu, les contre-pouvoirs qui disparaissent,
presse, même plus de pouvoir d'empêcher, et avec ça aussi le temps. Et ce qui est assez frappant, c'est le comportement de Napoléon à partir de 1810, où il est marié à une jeune femme, il a un enfant, et quasiment, alors il ne se comporte pas en bourgeois, c'est un peu exagéré, il se comporte en grand monarque, mais le voilà qui ne fait pas attention aux périls qui montent, et il ne fait pas attention aux préparatifs de la Russie, qui envisage d'envahir le duché de Varsovie, ainsi de suite, et il est pris de court parce qu'à cette époque de sa vie, il avait probablement eu envie d'en profiter un petit peu. Il avait 40 ans quand même à ce moment-là. Donc on voit bien le temps aussi a un effet Pourquoi sur lui. Vous dites que ce n'est pas un novateur? Ça n'est pas un novateur parce que je pense qu'il est l'héritier. Napoléon n'a rien inventé lui-même. Je suis désolé de le dire de façon aussi nette. Le code civil, le code pénal, le texte, les lois, la Constitution, il a su choisir ceux qui les ont écrits. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est ça qui fait de lui le premier chef d'État-manager. C'est-à-dire qu'il a su donner des directions, il a su diriger des équipes, et des équipes extrêmement brillantes. On les a tous oubliés, mais ils étaient tous extrêmement brillants. Et puis, pas mal de choisir des gens. Il leur a donné le courage et les moyens de le réaliser. On prend l'exemple du Code civil. Je ne sais plus quel grand professeur de droit, et je me tourne vers un autre maître à côté de moi, disait, pour faire un Code civil, il y a deux façons. Il y a prendre son stylo ou donner la possibilité à de grands juristes de le faire. Eh bien, lui, évidemment, il a choisi la deuxième solution. Il faut quand même rappeler sur ce problème du Code civil qu'il était quasiment prêt à l'avènement de Napoléon. Donc, il a fallu le Ah, il n'est pas d'accord, Jean-Claude Casanova. Oui, non, mais enfin, lui enlever tous les mérites. C'est pas l'originalité, c'est pas d'avoir fait le code civil. Le problème, c'est d'avoir imposé, d'avoir accéléré l'égalité civile en Europe. C'est-à-dire que les gens ne s'y trompent pas. Si on prend l'allemand le plus intelligent de l'époque, qui est Hegel, dans sa correspondance, donc c'est pas du tout pour le dire à des personnes privées, dit désormais, il y a un seul professeur de droit en Europe, il est à Paris et il s'appelle Napoléon. C'est-à-dire que dans une Europe d'ancien régime, il généralise par les armes le problème de l'égalité civile et fait qu'il a accéléré l'histoire européenne. Sans lui, si vous voulez, le Code civil aurait été une affaire de juristes français sans aucune importance. Mais c'est probablement, si vous permettez, c'est probablement un effet, j'allais dire presque non voulu de l'épopée napoléonienne. C'est-à-dire que à la chute de Napoléon, on ne se trouve pas devant une Europe qui a adopté dans des grands cris de joie l'égalité. Non, mais il le sait. Dans le mémorial, il revient au Code civil. Il sait bien ce que pensent les Européens. On n'y peut rien. Les Européens ont changé. Regardez comment se comporte Stendhal ou Balzac. Toute l'Europe est fondamentalement modifiée par le passage de Napoléon. Et ceux qui sont un peu ridicules, ce sont les restaurateurs. Oui. Il a d'un seul coup ridiculisé le pauvre Charles X et même Louis-Philippe. Et ainsi de suite, si vous voulez. Et il a provoqué ce que je voulais dire, c'est que on ne peut pas affirmer cependant que il y a dans la démarche napoléonienne, dans le système napoléonien, seulement cette générosité de l'égalité. Qu'est-ce que vous appelez le système napoléonien? C'est-à-dire le système lui-même, Napoléon appelait cette Europe mon système. Alors il l'a jamais défini, il l'a défini à Sainte-Hélène quand il était trop tard, en disant que c'était une fédération de peuples qui marcherait ensemble, enfin, etc., etc. Mais au moment même de la création de ce système, du choix de fonctionnement qu'a eu ce système, c'est un système d'hégémonie. Vous travaillez depuis combien d'années sur Napoléon? Depuis peut-être une trentaine d'années, oui. Peut-être même plus d'ailleurs. Celui que vous appelez votre maître, Jean Tullard, dit de votre livre, dans Valeurs actuelles, le magnifique ouvrage de Thierry Lenz, c'est une science éblouissante. Et ça, c'est vrai, vous donnez l'impression de tout savoir. Vous dites le temps a joué sur les uns et les autres et sur vous. Est-ce que vous ne le jugez pas, Napoléon, plus sévèrement qu'il y a quelques années? Plus vous le connaissez, oui. Vous prenez vos distances, on dirait. Oui, sans doute. Vous êtes le premier à le critiquer ici. Non, mais sans doute. Je ne suis pas, moi non plus, je ne suis pas insensible au temps qui passe et aux expériences et aux choses que je vis, aux documents que je trouve, aux faits que j'essaie d'analyser de façon de plus en plus précise. Et c'est vrai que par exemple, sur le plan de la politique extérieure, je suis extrêmement critique. Avec la politique napoléonienne. En revanche, je suis beaucoup plus positif que la moyenne sur la politique intérieure. Vous savez, l'historien qui serait admiratif ne ferait pas vraiment son travail. Est-ce que parler ou est-ce que s'intéresser vous s'intéressez beaucoup à Napoléon, c'est une manière de traiter et de parler de notre époque? Ça peut.
Il y a un blog qui se réclame de Monsieur le Premier ministre qui a extrait une phrase de mon livre hier pour en faire la phrase du jour. Alors c'était une phrase du genre quand il n'y a plus de politique possible, le mieux c'est de continuer à se taire ou quelque chose comme ça, hein, que moi j'avais appliqué aux Jacobins en disant bon bah ces gens savaient bien qu'ils ne pourraient pas prendre le pouvoir donc ils ont préféré faire comme fait tout bon politique. Attendez, si je comprends bien. Sauf ceux qui ont les admirateurs de Dominique de Villepin lui conseillent puisqu'il n'y a rien à faire de se taire. Non, je suis pour rien. Non, il disait justement que, alors que certains ne disaient rien, il y en avait d'autres qui disaient quelque chose. Et alors, au pouvoir, vous montrez les uns les autres, on voit aussi à travers la correspondance, qu'il n'est pas loin de penser qu'il est le seul à savoir diriger l'État, le seul à pouvoir exercer le pouvoir comme il le fait, c'est peut-être vrai, et il dit qu'il en jouait comme d'un violon, en artiste. C'est vrai, il a cette conviction qu'il est le seul à savoir gouverner, le seul à pouvoir gouverner, et à un moment il dit même, pas même Louis XIV ne pourrait gouverner cet empire comme moi. Il y a des moments où ça n'est pas totalement faux, dans le sens où le gouvernement, dans ce cas-là, est une impulsion. Sous le consulat, par exemple, c'est l'énergie de Napoléon, enfin de Bonaparte, qui crée ce mouvement, cette période absolument, hélas, ignorée de nos contemporains, mais qui est une période fabuleuse dans l'histoire de France. Après, ça veut dire aussi pour lui le rejet du Conseil, 4 ans. 4 ans sur... 4 ans d'énergie, de vitalité, de dynamisme. 4 ans. Voilà. Oui, il est très fatigant, un empereur fatigant. Mais un empereur qui n'a pas de fax, qui n'a pas de télévision, qui n'a pas d'avion, etc. Et qui fait tout ça. Enfin, premier consul à ce moment-là. Est-ce que c'est tout le temps comme ça? Est-ce que c'est un danger qui guette? Est-ce qu'on est grisé et on prend tous les autres pour des imbéciles quand on est à l'Élysée, à Matignon, aux affaires étrangères? Non, je pense qu'il n'y a aucune fatalité à cela. Quand on est dans l'action, quand on est dans l'action, c'est un risque qui n'arrive pas. Dans l'immobilisme du pouvoir, c'est vrai qu'on peut avoir tendance de voir les choses de façon totalement faussée. Mais l'action, c'est le meilleur remède à tout cela. L'action est le résultat, parce que quand on se confronte tous les jours aux difficultés, on est invité plutôt à l'humilité. Et vous proposez, comme vous dites, Thierry Lenz, une promenade dans la France napoléonienne, l'empire rural, une classe moyenne qui émerge, un pays qui sort de la Révolution, qui est meurtri par ce qu'il a vu, la terreur, puis les libertés, les droits et le sang. Et on le voit à travers l'histoire. C'est l'un des grands mérites du livre de Thierry Lenz. Magnifique. C'est justement, la caméra n'est pas braquée uniquement sur le personnage central, ce qui est bien évidemment la tentation quand on écrit sur Napoléon. Et donc on découvre les paysans, les administrations, les milieux urbains. On redécouvre la France de cette époque et on se rend compte évidemment que le personnage central occupe une place prééminente, mais il n'est pas le seul et qu'il y a toute une combinaison. Oui, il y a l'économie, l'état des finances, la police, la justice, il y a tout. Merci de dire vous-même, les impôts, les caisses noires. Et vous racontez même le pouvoir d'État en représentation comme s'il avait déjà la télévision. Et vous dites même... Oui, peinture, théâtre. Peinture, théâtre, et vous dites même le nombre de fois où il a assisté à des représentations de théâtre. Oui, c'est une source un peu ancienne, ça aussi, mais bon, elle existe. Je voulais juste dire une chose, il y a sur la vie quotidienne et sur la population, il y a une remarque qu'on ne se fait finalement pas toujours, c'est de se dire que les Français de cette époque, au fond, qu'est-ce que c'était pour eux de participer à cet empire ? La réponse est sans doute que, pour la plupart d'entre eux, même certains d'entre eux n'ont même jamais su ce qui s'était passé à cette époque-là. Les moyens d'information ne sont pas ceux que nous avions aujourd'hui. Et tous les matins, si certains, en se rasant, veulent être empereurs, d'autres se réveillaient simplement pour aller gagner la vie quotidienne et ne se demandaient pas ce que l'empereur était en train de faire. Et je pense que, puisqu'il faut que l'histoire puisse nous permettre de tirer des leçons, c'est sans doute aussi le cas de nos jours. C'est-à-dire qu'on pense toujours que l'occupation du champ par la politique, par les affaires de l'État, etc., devrait concerner tous les Français tous les matins. En fait, pas du tout. Et à l'époque napoléonienne, c'est exactement la même chose. On pense même que dans certaines régions de montagnes reculées, il y a des gens qui n'ont même jamais su qu'il y avait eu un empire. Tous les propriétaires, ça c'était la garantie de la propriété. Tous les gens qui avaient des terres qui avaient appartenu à des monastères ou à des aristocrates savaient que désormais leur propriété était garantie.
et que l'égalité civile régnait. Les Français avaient fait la Révolution, ce qui était un choc considérable, et Napoléon les préservait du retour de l'Ancien Régime. Et c'est pour ça qu'il est populaire, et c'est pour ça que Louis-Napoléon Bonaparte est élu sur son seul nom. Bon. Alors, bon, on va pas faire comme si on n'était pas d'accord, puisqu'on est souvent d'accord, mais moi, si je regarde les indicateurs d'adhésion dont on dispose, les indicateurs d'adhésion dont on dispose, ils sont bien sûr très supérieurs à ceux de certaines époques de la Révolution, mais ça n'est pas, la France n'a pas eu les yeux fixés sur l'épopée pendant 15 ans. Oui, mais il y avait peut-être aussi les soldats, les familles des soldats, les lettres des soldats. Oui, mais encore une fois, les batailles. Combien d'entre eux savaient écrire? Combien de lettres sont effectivement arrivées? Donc ils ont vécu sous l'Empire et ils ne savaient pas que... Mais ils savaient quand même, comme dit Jean-Claude Casanova, qu'il y avait eu la Révolution. Bien sûr. Et la force de Napoléon, c'est de faire la synthèse, oui, non? on trouve encore dans des contrats en 1804 des clauses où les propriétaires se protègent contre le retour de la dîme. Aboli 15 ans plus tôt. Je crois que ce que dit Jean-Claude Casanova et Thierry Lin, c'est très important, c'est que nous sommes dans une période où il y a plusieurs mémoires et plusieurs histoires qui se chevauchent. Le génie napoléonien, à défaut d'être véritablement un génie novateur ou créateur, c'est d'être capable de faire cette synthèse entre l'Ancien Régime, la Révolution et cette France qu'il pressent, et il ne lâche aucun des fils importants. Il tire le fil de l'intérêt et de la propriété, il tire le fil de la vanité, et Dieu sait si sous l'Ancien, il tire le fil de l'égalité. Il y a un fil qu'il néglige un peu, mais l'ayant lui négligé, je pense que c'est la nation qui l'a négligé, et peut-être même encore jusqu'à aujourd'hui, c'est le fil de la liberté. Ces grands élans révolutionnaires, chez nous, ne trouvent pas à s'exprimer et à s'épanouir. Non, à l'époque et aujourd'hui encore. Je pense que le fil de la liberté, c'est le fil cassé, c'est le maillon manquant au sein de la France contemporaine, moderne. Et dans la relation entre les pouvoirs et dans la relation entre la société et les pouvoirs, il faut réinventer cet esprit de liberté. Et on fonde beaucoup d'espoir sur la commission dont fait partie Jean-Claude Casanova. On le voit, les vrais libéraux de l'époque, si on prend les trois grands libéraux de l'époque, Benjamin Constant, Sismondi et Madame de Staël. En fait, laissons Madame de Staël, elle se rallie sur les 100 jours pour récupérer de l'argent pour la dot de sa fille. Mais si on prend Benjamin Constant et Sismondi, ils se rallient à condition que Napoléon devienne libéral. Et ils ont tout de suite vu, ils sont pour le nouveau régime, ils sont pour l'égalité civile. Non, ils sont pour l'égalité civile, ils reprochent à Napoléon l'absence de liberté. Mais ils entérinent sous le Directoire la réalité du nouveau système, et évidemment lui, pendant les 100 jours, quand il y aura la paix, vous c'est aurez la liberté. Et lui dit, quand on aura la paix, vous aurez la liberté. Je sens que vous avez envie d'intervenir. Madame Hulstein, oui. Non, c'est également ce que dit Chateaubriand. Chateaubriand dit ce qui manque, c'est la liberté. Les Français ne sont pas intéressés par la liberté, ils sont intéressés par l'égalité. Alors la correspondance, Jean-Claude Casanova, il écrivait partout. Plusieurs lettres par jour. Plusieurs lettres par jour. Il se promenait dans son bureau, il s'excitait au fur et à mesure qu'il dictait. Ah oui. Comment il et on était retrouve... Non, c'est amusant de prendre une journée. Vous ouvrez un volume et vous voyez au cours de la journée ses préoccupations, et vous voyez d'ailleurs à l'intérieur des lettres les répétitions de s'interprètes, comme s'il y avait une forme d'exaltation au fur et à mesure qu'il dit. Je ne sais pas d'ailleurs quelle est la part propre, la part des rédacteurs qui vraisemblablement modifient son style et son orthographe, qui n'ont jamais été parfaits, mais il est emporté, c'est un homme qui pense l'action, qui a une assez grande sûreté de jugement psychologique, parfois excessive d'ailleurs, parfois il méprise un peu trop les hommes. C'est la griserie du pouvoir. Hein, mais je trouve que nous avons très peu d'équivalent de la correspondance de Napoléon, c'est-à-dire de voir fonctionner un cerveau hors du commun. Qu'est-ce qu'elles disent, ces lettres? D'abord, il y a quelque chose qui est très frappant, c'est la puissance logistique. Moi, ce qui m'a toujours impressionné, ça a impressionné beaucoup de Taine, qui a beaucoup étudié la question, c'est cette capacité d'avoir dans sa tête le fonctionnement d'un état-major, l'alimentation, l'armement, etc. Il y a une espèce de génie logistique, accompagné par tout un environnement militaire. C'est un homme qui a une formation militaire, donc il y a un génie logistique. Il y a une forme de génie politique qui est liée essentiellement, je crois, à l'énergie et à la concentration des forces. D'ailleurs, il échoue quand il abandonne ses propres principes. La guerre en Russie est un échec, classique d'ailleurs. Il a étiré sa ligne au lieu de concentrer ses forces, donc il est devenu vulnérable.
Et de même, la guerre en Espagne a été un échec aussi de cette façon. Et donc, quand il faiblit, quand il perd ce qui est cette capacité de cristalliser, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tout se réunit sur son esprit, il cristallise et il transforme en énergie les différentes informations qui sont venues à son esprit. Donc, il faut regarder Napoléon avec tous ses défauts, ses excès. C'est entendu que ce n'est pas un libéral, c'est entendu qu'il fait la guerre, etc. Mais comme une espèce de puissance du cerveau humain au service, malgré tout, du monde moderne. Et quels sont les principaux destinataires des lettres? Tout le monde, toute l'administration, toute l'armée. Beaucoup l'armée, Berthier est l'armée, un grand destinataire. D'ailleurs, vous n'allez pas publier, je pense, la correspondance militaire proprement dite. On a défini de façon suffisamment stricte ce qu'est une lettre pour en éliminer beaucoup, mais hélas... Parce que là, il y en a 2077. Oui, on sera à 36 000, 37 000 à la fin. Oui. Ce qui veut dire que les instructions, tout ce qui... Non, oui, voilà, on a supprimé les instructions, les proclamations qui étaient dans l'édition du Second Empire. Ce tome 4, vous l'appelez Rupture, au pluriel. Rupture, tiens, mais Rupture et Fondation. Ben oui, rupture, tout va basculer à partir de là. Si vous voulez, on entre dans la guerre permanente ensuite, et donc tout va être dominé. Le consulat est une époque exceptionnelle de paix civile, et puis on va entrer dans la guerre. Tout le problème est de savoir si on était obligé d'y entrer ou si on n'était pas vous obligé dites rupture stratégique, rupture de la paix dans son attitude, rupture politique avec la fondation de l'Empire des Français. Et sur le territoire français, il élimine les opposants qui complotaient contre lui, ou ceux qu'il soupçonnait voir dans des complots réels ou imaginaires, mais qu'il avait besoin de liquider. Le duc d'Enghien, par exemple. Et en lisant les lettres, on ne fait plus de doute. On n'a plus de doute sur la responsabilité de Napoléon. Il l'a revendiqué. Il l'a revendiqué, d'ailleurs, il ne sait jamais. Et de Talleyrand. Est-ce que je pourrais ajouter que, en réaction un peu à ce qu'on peut lire dans les ouvrages anglo-saxons, Napoléon n'est probablement pas un tyran, et sans doute pas un tyran sanguinaire. Quand vous observez l'ensemble de la période, la seule exécution purement politique, c'est-à-dire l'exécution, je dirais, d'un opposant qui n'a pas porté les armes, qui n'a pas commis d'attentats, de crimes majeurs, etc., c'est le duc d'Enghien. Et Moreau? Moreau n'a pas été exécuté, il a été exilé. Disons que et ça nos amis, collègues anglo-saxons font toujours, vous savez, une présentation des choses. Napoléon égale Hitler, le bien, le mal. Le bien, c'est l'Angleterre. Le mal, c'est forcément la France hégémonique. Je crois qu'il faut bien regarder tout ça. Et le massacre des prisonniers. Jaffa, vous rappelez? Oui, 3000 prisonniers qui sont exécutés dans des conditions atroces. En Orient. Oui. Au tout début. Et de pur sang-froid. Oui. L'ordre a été d'ailleurs publié dans un des volumes de la correspondance. On a donc l'ordre signé de la main de Napoléon. Et qui dit de se débarrasser des prisonniers, parce qu'on ne peut pas les nourrir, parce que les plénipotentiaires français ont été exécutés, et parce qu'au même endroit, 2 ans plus tôt, son ennemi d'alors a fait lui aussi exécuter plusieurs milliers de prisonniers pour terroriser la population et ses ennemis. Donc, tout ça mélangé a donné... voilà, c'est un acte conscient. Oui, un acte volontaire et conscient. Et à l'égard de l'extérieur, Thierry Lin, c'est les autres souverains pour lesquels il ne semble pas avoir une estime particulière. Il a toujours préféré, semble-t-il, les contraindre plutôt que de négocier, d'aller vers le compromis. On va le voir avec le tsar. Alors, j'ai un peu honte de parler devant un ancien ministre des Affaires étrangères, mais ce qui est assez frappant dans la stratégie diplomatique de Napoléon, c'est le changement permanent des alliés. C'est-à-dire qu'il n'a pas une ligne d'alliance, il n'a pas un allié principal, il les prend successivement, parfois même simultanément. Ça commence par l'Espagne, ça va continuer un petit peu avec la Prusse, ensuite on va se mettre d'accord avec la Russie, puis on n'aura plus besoin de la Russie, on va se mettre d'accord avec l'Autriche. Alors je simplifie parce qu'il y a beaucoup d'interactions. Peut-être au fait qu'il y a quand même un ennemi principal à défaut d'un allié, c'est l'anglais. Oui, mais... L'Angleterre. C'est vrai, mais les alliances sont quand même toujours destinées à affermir le système continental. Oui, évidemment, autant il est opportuniste dans ses alliances, autant il est clair et déterminé dans le choix stratégique de son ennemi. Dans les lettres, il explique qu'entre le choix de la terre et celui de la mer, il avait tranché vaincre la mer par la terre. C'est-à-dire vaincre la puissance maritime anglaise par le continent. Ça, il a perdu, la France a perdu avant lui, déjà dans la guerre de 7 ans, ça s'était produit. La France, il faut jamais oublier que la guerre avec l'Angleterre, disons, 1792 à 1815, est une tentative de revanche de la France à l'égard de la guerre de 7 ans. La France perd la guerre de 7 ans, c'est-à-dire qu'elle perd l'Inde
et le Canada, et elle perd la puissance mondiale de ce fait, et c'est une tentative de reprise de la puissance sur le continent qui échoue en partie à cause des défaites navales. La correspondance éclaire aussi très bien les préparatifs d'un débarquement en Angleterre. Peut-être, il a hésité à faire, et... Même la campagne de Russie, la grande armée, les 700 000 hommes à peu près, de la grande armée lancée en Russie en 1812 sur 6 mois. Hein, l'armée russe est inférieure en nombre? Inférieure en nombre, certainement, inférieure en qualité, le commandement n'est pas aussi bon, mais c'est en effet une manière de lutter contre l'Angleterre, et il le dit aussi. Mais il s'est pas méfié, Colincourt lui avait dit, n'allez pas en Russie, il n'y a pas de forgeron. Donc avec vos chevaux, et c'est ce qui s'est passé. L'armée française s'est diluée dans l'immensité. Et je crois qu'il y a une ignorance extraordinaire du climat, tout simplement. Le climat, Le chaud et le froid. Le problème, c'est c'est à la fois le chaud et le froid. Oui, après tout, il a perdu les 3/4 de son armée en allant vers Moscou, ce qui est quand même très extraordinaire. Puis il n'y a pas que le froid, il y a la pluie, il y a la boue, l'ignorance des routes, on calcule, l'intendance fait tous ses calculs sur des routes pavées, mais les routes ne sont pas pavées en Pologne et en Russie. Donc c'est la boue. Cela dit, Hitler s'est fait avoir aussi, pour la même raison, mais pour la même raison. C'est-à-dire que quand on voit les tanks immobilisés, c'est pire presque que les chevaux et les hommes. L'armée impériale commandée par le prince Kutuzov, l'ours sur son cheval, avec un œil qui est un peu fermé, toujours grognon et oui, parce qu'il a versé une balle, qui lui était passée à travers la tête. Elle fait un portrait formidable de Kutuzov. Et il y avait le portrait de Tolstoï, Guerre épée, etc. Ben, vous ajoutez votre marque. Comment vous le voyez? Kutuzov, rusé comme un renard. Et il a eu Napoléon par la ruse, pas par son génie stratégique. Il n'était pas aussi fort que Napoléon. Il fallait la ruse pour convaincre le tsar, qui ne l'aimait pas tellement. Il fallait la ruse pour vaincre Napoléon. Mais qu'est-ce que vous mettez dans la ruse? Comment elle s'est exprimée? Comment elle s'est exprimée? Il a compris qu'il allait attirer Napoléon à Moscou. Il s'est retiré. Il s'est dit qu'il allait laisser Moscou comme un os à ronger à l'armée, que l'armée allait être immobilisée en ville. Et il a fait un mouvement tournant pour être capable d'attaquer sur la ligne qui était d'ailleurs très très vulnérable. Le personnage que vous décrivez très bien aussi, qui est Rostopochine, qui montre bien sa stratégie d'encerclement, le village de Moscou et puis les incendies. Et c'est ça qui a décontenancé Hitler, qui a décontenancé Napoléon. Vous voyez, vous habitez peut-être depuis trop longtemps à New York. Beaucoup trop longtemps. Il arrive dans une ville vide. Alors c'est tout de même très très impressionnant, de la terre brûlée, parce que Moscou était quand même une grande ville. Il entre, il n'y a personne, il n'y a pas de responsable, il n'y a pas d'interprète, il n'y a rien. Il y a des gens qui se cachent. Mais une ville de 350 000 habitants, il en restait peut-être 30 000. On voit bien dans un film de Bondarchuk sur Guerre épée, l'arrivée, et puis il n'y a plus personne. Toutes les familles sont parties. Et ben vous pensez aussi à Guerre épée. Guerre épée, enfin je veux dire, on ne peut pas décrire mieux l'espèce de panique, la manière dont les gens partent, dans les familles etc. partent. Et à quel moment Napoléon comprend-il qu'il a eu tort et qu'il va vers l'échec? Le retour en traîneau avec Colincourt d'ailleurs, et il se rend compte de son erreur. Mais je pense qu'il comprend avant qu'il a eu tort, au moment où il sait qu'il doit, au moment où il est attaqué sur sa ligne de communication, il sait qu'il est débordé. Et puis il y a quand même l'influence de l'incendie de Moscou, parce que pas tellement du point de vue matériel, parce qu'il est quand même resté assez de maisons debout pour loger l'armée. Il y avait beaucoup de provisions. Il y avait de quoi manger, mais l'armée s'est livrée au pillage. Et Napoléon l'a dit lui-même, une armée qui pille, elle devient impossible à maîtriser. Alors ils ont pillé pendant l'incendie, ce qui était assez normal, parce qu'après tout, tout est en feu, pourquoi pas prendre les choses, etc. Mais le pillage a duré très très longtemps. Alors ça a détruit l'esprit de corps, et ça porte atteinte à l'autorité morale des officiers, parce que tout le monde y a participé. Et la vraie défaite, c'est Leipzig, si vous voulez, c'est la bataille des nations, parce que là, il a malgré tout il arrive à reconstituer, et là, l'évidence, la combinaison militaire et démographique fait qu'il devient quasiment impossible pour la France de gagner la guerre. Il y a dans un rapport de Savary qui a été envoyé, extraordinaire, disons ambassadeur de Napoléon à Saint-Pétersbourg, un rapport qui date de fin 1807,
Savary rapporte à Napoléon une conversation qu'il a eue avec le tsar. Et le tsar lui dit, mais dites à votre empereur qu'il vienne me voir et qu'il vienne me voir à Moscou. Et le tsar ajoute, et c'est écrit dans le rapport de 1807, je sais qu'il craint le froid et nous lui ferons un grand feu pour le réchauffer. Qui est à l'origine de l'incendie? Ah ben, les Russes. Oui. Les Français n'avaient vraiment aucun intérêt à mettre le feu. Et c'est une bataille que Napoléon mènera sur le plan de la mémoire, pour se dédouaner d'avoir... Mais les Russes ont joué sur les deux tableaux, parce que si c'était eux qui avaient mis le feu, c'était quand même le signe d'un patriotisme absolument sauvage, admirable, antique, etc. Et puis, si c'était Napoléon, ce que finalement les couches paysannes ont cru, c'était formidable pour fanatiser les Russes contre Napoléon. On ne se rend pas bien compte, enfin, madame, bien plus que nous, évidemment, mais de l'importance de 1812 en Russie, et absolument pas avec un regard de tendresse à l'égard de Napoléon. Quand vous allez à Saint-Pétersbourg, la grande colonne qui est devant le Palais d'Hiver célèbre la victoire là de 1814. La tombe de Koutouzov est surmontée des drapeaux pris à la Grande Armée dans l'église où elle se trouve. Enfin, et c'est quelque chose de très important. Et je dirais qu'on ne plaisante pas avec ça. Il faut dire aussi le nombre de morts, ça a été effroyable des deux côtés, du côté français. Des deux aussi, côtés. mais, Oui. du côté Mais, mais bien sûr, les soldats russes ne se rendaient jamais. Et c'est également étonné d'ailleurs. Vous dites en conclusion, quand on interroge les gens autour des causes de la débâcle, on dit toujours Napoléon a été vaincu, et on le dit 9 fois sur 10, par le général Hiver, par le froid, etc. En fait, c'est pas la seule explication, et la vraie explication. Non, pas du tout, parce qu'il n'a pas fait tellement froid cet hiver-là. S'il avait fait vraiment froid, la Bérésina aurait gelé. Et ça aurait quand même facilité les choses. La Bérésina n'était pas gelée, il a fait terriblement froid les 3-4 derniers jours de la retraite. Ça va être la fin? Ah ben là oui, ça a été très très mauvais, mais donc ils sont partis trop tard et puis ils ne s'étaient pas préparés, et ça c'est les conséquences du pillage, c'est-à-dire que les hommes ont voulu rapporter tout ce qu'ils avaient pris au lieu de faire un sac avec une paire de bottes supplémentaires, les peaux de mouton, etc. Et donc ça alourdit l'armée, c'était très très mal. Et donc peut-être lui il s'en va, il se retire, il part avec Caulaincourt, en traîneau comme vous dites, et quelques fidèles. Hein? Mais comme on est dans la perspective historique, si j'ose dire, les Russes s'en vont aussi, parce que l'objectif politique des Russes, c'était la Pologne et les détroits, et ils n'ont eu ni la Pologne, ni les détroits historiquement. Donc, Napoléon a perdu. Napoléon, c'est l'homme des retours en politique, c'est-à-dire qu'il revient d'Égypte, il revient de la campagne d'Italie, il revient de Russie en abandonnant parfois son armée, à l'inverse par exemple du général de Gaulle qui est plutôt un homme de départ. Il revient même de Sainte-Hélène. Oui, il revient de Sainte-Hélène avec le retour des cendres, c'est vraiment l'homme des retours. Et son neveu est élu sur son nom. C'est l'éternel retour. Voilà, beaucoup d'hommes politiques font de leur départ une stratégie. Lui, sa stratégie, c'est la stratégie du retour. Et ça constitue la légende autour de lui. Bien sûr. Et souvent, c'est lui qui va transformer, quand il peut, la défaite en victoire et en légende. C'est un des rares cas dans l'histoire où l'histoire est écrite par le vaincu. Il y a un vrai vainqueur, si vous voulez, un seul vrai vainqueur, qui est le monde anglo-saxon, c'est-à-dire que la succession, si vous voulez, de la guerre de 7 ans, de 1815, et ensuite, l'Angleterre devient la première puissance mondiale, ce que ni la démographie, ni sa position n'impliquaient. Elle est en même temps la principale puissance libérale, puisqu'elle a brisé la Révolution française. Et ensuite, elle passe le flambeau aux États-Unis. Donc le vrai vainqueur historique, si on est sur les 2 ou 3 siècles, c'est ni la Russie, ni l'Allemagne, ni la France, mais c'est la Grande-Bretagne et le monde anglo-saxon. Vous citez une phrase de Napoléon qui illustre bien ce que vous dites, à la fois de l'ivresse et en même temps de la peur, et des limites de ce qu'est le pouvoir. J'ai fait bien des plans. Je ne fus jamais en liberté d'en exécuter aucun. J'avais beau tenir le gouvernail quelque forte que fût ma main, les lames étaient bien plus fortes encore. Je crois que c'est la vraie leçon de toute expérience du pouvoir. C'est l'extraordinaire difficulté d'infléchir le mouvement des choses. Et on est toujours frappé quand on rentre dans un bureau, qu'il soit ministériel ou présidentiel, du peu de levier que l'on a finalement pour faire bouger les choses. Accentué chez lui par la démesure, malgré tout. Ce n'est pas un homme raisonnable. Donc c'est ce que vous appelez le soleil noir de la puissance, c'est une formule de Michelet, je crois. Non, ça c'est la formule initiale, c'est celle de Nerval, le soleil noir de la mélancolie, mais que j'applique à la puissance, dont on oublie souvent qu'elle est façonnée de solitude, d'humiliation, de doute et de peur. Et vous connaissez la formule de Napoléon, il est mélancolique, puisque quand il entre, il dit c'est triste comme la grandeur. Mais est-ce qu'on le dit aujourd'hui, 200 ans après?
Est-ce qu'on pouvait le comprendre, qu'il y avait cette angoisse, cette peur, ce doute chez celui qui était le souverain ou aimé ou détesté dans toute l'Europe? Non, je ne crois pas. Je crois justement que son système de représentation de son propre pouvoir et de sa propre personne a fait justement qu'on a eu des réactions comme celles qui étaient citées tout à l'heure de ce général, mais qui ont été des réactions assez générales dans l'entourage de Napoléon, c'est-à-dire une sorte de ras-le-bol, et y compris des velléités d'en finir, mais d'un autre côté, un pouvoir qui tient parce qu'il y a des moments où on se pose la question de savoir pourquoi il tient. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les différents témoins de cette époque, en fait, la plupart des gens ne sont pas dupes. Peu disent les choses, mais ils sont tous témoins de scènes inouïes. Au moment du complot de la machine infernale, de la conspiration, de la grande conspiration de 1804, chacun est témoin de la perte de nerfs de Napoléon, du sentiment qu'il a, qu'on lui en veut, qu'on veut l'assassiner comme un chien. Donc, ils sont témoins, mais ne disent rien. C'est d'ailleurs une des grandes caractéristiques aussi du pouvoir, c'est qu'il y a peu de gens pour rapporter la vérité des choses. Par contre, on sait tout quelques années plus tard. Rappelez-vous le septennat de François Mitterrand, où tout s'éclaire sur la fin. C'est une des caractéristiques du pouvoir. Le pouvoir est incapable finalement de se raconter en direct. Là, mais à quel moment on connaîtra la vérité sur ce que vous avez fait ou pas fait quand vous étiez à l'intérieur vos affaires? C'est lui qui me parle à Jean-Pierre Gabache, je pense que Jacques Chirac est sans doute le président de la République qui, dans son rapport aux médias, a le moins pesé sur les médias, qui a été le plus soucieux de les laisser libres. Alors après, cette liberté, elle a été bien ou mal usée, mais il n'y a pas eu, dans la période... Il n'y a pas eu de cour. Il n'y a pas eu de cour, parce que c'est un homme qui refuse la cour, qu'elle soit médiatique, qu'elle soit industrielle, qu'elle soit financière. C'est un homme qui n'a pas le goût de ça. Je crois que... D'abord, vous l'avez senti, cette peur, cette angoisse chez Chirac? Oui, bien sûr, l'angoisse, l'angoisse de ne pas faire tout à fait ce qu'il fallait, le sentiment de la fragilité du pays par rapport aux réformes qu'il faut engager. De ce point de vue-là, il y a deux tempéraments français. Il y a ceux qui avancent à toute vitesse dans les réformes en se disant ça passe ou ça casse, et il y a ceux qui disent attention, le pays est fragile, il y a des équilibres psychologiques, mais qui les font pas. Mais qui essayent de préserver des équilibres. Vous savez, on dit souvent que celui qui tente trop vite la réforme nuit à la réforme pour de nombreuses années. Donc, le problème est de savoir, en fonction des circonstances et des situations, ce qui est possible. Et de ce point de vue-là, la méditation sur ce qu'a fait Napoléon est tout à fait passionnante. Mais c'est vrai pour toute période. Il y a des périodes où on peut faire des choses, il y a des périodes où c'est beaucoup, beaucoup plus complexe. Est-ce qu'il faut avoir 3% de croissance pour faire les grandes réformes de structure, ou est-ce qu'on les tente à 1,8 ou à 1,5% de croissance, au risque de voir tout compromis pour une longue période? De quelqu'un qui a été Premier ministre pendant plus de 2 ans. Eh bien, c'est sans doute parce que Lionel Jospin avec 4% de croissance, il a pas fait toutes les réformes. C'est sans doute d'abord de privilégier le consensus national sur un certain nombre de priorités, de faire ce qui doit être fait, bien sûr, parce que je pense qu'il ne faut jamais différer ce qui est essentiel, mais en créant les conditions qui permettent d'avoir le minimum d'unanimité pour passer. Pourquoi cette mode actuelle du bonapartisme? Parce qu'il y a des raisons actuelles. Moi, j'en verrai une, excusez-moi. C'est par rapport à un débat qui a lieu en ce moment, et donc c'est une demi-boutade, mais toute cette affaire napoléonienne, ses conquêtes, ses réformes, etc., s'est passé à peu près dans l'équilibre budgétaire. C'est tout à fait étonnant, c'est-à-dire que alors que Louis XVI a mis les finances publiques royales à genoux en envoyant 5 vaisseaux de guerre aux États-Unis pour aider la guerre d'indépendance, Napoléon... Alors, d'une certaine façon, il faudrait rentrer dans les détails, mais on arrive là et on a un déficit qui est en fait un déficit que la Restauration va réussir à faire disparaître par des artifices comptables. C'est tout à fait étonnant. Il y a aussi, et c'est un des aspects très positifs du règne de Napoléon, il y a aussi cette façon de gérer l'État et les ressources et l'emploi des ressources de l'État qui est tout à fait intéressant. Non, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Thierry, mais j'ajouterai un point qui n'est pas une qualité à mes yeux, c'est que Napoléon donne aux Français, enfin il pèse sur tout le 19e siècle français. D'ailleurs, vous aurez énormément de difficultés à trouver un grand écrivain hostile à Napoléon au 19e siècle, pratiquement. Il pèse sur tout le 19e siècle français, mais malheureusement, il donne aux Français un goût excessif de la gloire, si vous voulez, qui fait que le 19e siècle, n'exigeant pas beaucoup de gloire, mais exigeant d'autres qualités, la France a un 19e siècle difficile en termes de modernisation.
Qu'est-ce qui ressemble? Aujourd'hui, Qu'est-ce je qui crois manque? qu'il ne reste rien de Napoléon. Non, au-delà. Mais pourquoi ce bonapartisme? Pourquoi? Mais il existe partout. Il y a plus de livres en anglais sur Napoléon qu'il y a de livres en français sur Napoléon. L'intérêt historique pour Napoléon, c'est quand même une des grandes jointures du monde moderne avec la Révolution française et la Révolution américaine. Donc, Non, mais je c'est dis un peu pourquoi normal. on prétend l'adapter à la situation actuelle du pays? Qui prétend? Je lis, Ah oui, j'entends. mais c'est un contresens. C'est un contresens. C'est un contresens parce que le bonapartisme, c'est une synthèse. Et Thierry Lens a raison, de ce point de vue-là, c'est pas une rupture. C'est vraiment une synthèse. C'est une tentative de réconciliation des Français au lendemain d'une période qui est celle qui est la plus heurtée, la source du plus grand nombre de meurtrissures de notre histoire. Donc c'est bien essayer de rapprocher, de réconcilier et de remettre en mouvement la France. Je ne crois pas du tout qu'on soit dans cette situation Je politique. dire que Napoléon est centriste parce qu'il y a une formule très célèbre de lui. Il dit « Je ne suis ni talon rouge », c'est-à-dire qu'il n'est pas aristocrate, ni bonnet rouge, c'est-à-dire qu'il condamne la terreur, et il ajoute « Je suis national », c'est-à-dire qu'il fait la synthèse. D'ailleurs, à la veille de Brumaire, il maintient toutes les ambiguïtés possibles, puisqu'il garde le contact avec les uns, avec les libéraux, avec les monarchistes. Et d'ailleurs, vous dites, vous les l'admirez, Jacobins. en disant je me sers de tous ceux qui ont la capacité et la volonté de marcher avec moi. Là, vous C'est l'admirez, un grand mais pragmatique. vous le reprochez à Je reproche Nicolas personne. Sarkozy. Non, je reproche à personne. Non, mais c'est pas du tout pareil. Pourquoi Mais parce que Quand on veut la politique essayer, d'ouverture n'a rien à au-delà voir de avec... l'opportunisme, de casser les clivages classiques Oui, mais droite-gauche. ne confondons pas les choses. Il y a une politique qui consiste à essayer de prendre des hommes pour les utiliser, et il y a la politique de Napoléon Ils sont qui consiste à volontaires, prendre souvent. les meilleurs pour les mettre auprès de soi, même s'il sait qu'ils peuvent être des rivaux. Ce sont deux stratégies différentes. Talleyrand et Fouché travaillent avec Napoléon. Où sont les Talleyrand et les Fouché dans le gouvernement actuel? Donc pour vous, il suffit d'être patient. Non, pas du tout, Ce parce sera que la deuxième non, étape. pas du tout, parce que je pense, alors là qu'il y a une logique de circonstance, je pense, et Jean-Claude Casanova, je crois, ne me démentira pas, que ce que nous ne ferons pas dans les prochains mois et les toutes prochaines années sera beaucoup plus difficile à faire. La mondialisation introduit un paramètre de vitesse et de comparaison qui fait que l'occasion aujourd'hui pour le gouvernement et pour le président de la République de faire bouger les choses et d'adapter notre pays est une occasion unique. Mais vous pensez que vous lui rendez service en l'attaquant? Mais je ne l'attaque pas. Ouais. Mais je ne l'attaque pas. Dans un pays de cours, émettre une idée, c'est une attaque. Alors, si émettre une idée aujourd'hui, c'est une attaque, eh bien, je suis un attaquant. Oui, non, mais vous pensez que vous l'aidez à avancer, Mais quand vous dites contrebalancer que les nous avons excès de besoin pouvoir. aujourd'hui d'une vraie réflexion sur notre politique économique, et à mon sens, d'une réorientation de notre politique économique, Déjà. et qu'on s'est bien inspiré de regarder. Oui, mais François Mitterrand a attendu quelques années, 3 ans, et j'aimerais que ça soit plus rapide. Jacques Chirac, Quand on ça a été plus regarde, rapide. Au 26 octobre. quand on 95, regarde le l'Allemagne secrétaire général et qu'on de voit l'Église. comment l'Allemagne a réussi à faire repartir son économie, à relancer sa compétitivité, c'est vrai au prix d'une perte de pouvoir d'achat. Mais en termes d'emploi, en termes d'avenir industriel, je crois que l'Allemagne s'est dotée d'outils que nous n'avons pas. Si nous voulons relever le défi, nous devons choisir. La politique, c'est encore et toujours de choisir. Est-ce que les Français sont prêts? Mais le problème n'est pas de savoir s'ils sont prêts. Le problème est de On savoir pourrait le penser prix. que l'élection au Non, suffrage universel mais- donne raison à celui qui croit qu'ils sont prêts. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de remède magique et que parfois même, en appliquant toutes les recettes d'une élection présidentielle, on n'obtient pas le résultat qu'on souhaite, tout simplement parce que les circonstances changent. Les circonstances d'aujourd'hui ne sont pas celles de l'élection présidentielle. Nous sommes au milieu d'une crise financière dont nous ne connaissons pas tout à fait les conséquences. Il y a des accélérations de l'histoire, il y a des crises internationales qui se multiplient. Et la force d'un gouvernant, c'est de s'adapter, de prendre les bonnes décisions pour aujourd'hui. Bien sûr, à charge pour lui, tout au long de son mandat, de faire en sorte que les promesses soient tenues. Vous disiez tout à l'heure la peur, l'angoisse, etc. Comment on gère la peur quand on est dans le pouvoir? Je pense que la grande clé pour celui qui, à un moment donné, a une mission, la grande clé, c'est de s'oublier. C'est-à-dire de ne pas considérer que son destin personnel est l'essentiel. L'essentiel, c'est la mission, c'est le résultat et c'est le service des Français. C'est pour ça que j'ai toujours pensé que dans l'action politique, il y a une part d'esprit de sacrifice. Est-ce que je pourrais, si on a 2 secondes, faire un peu votre travail, Monsieur El-Kabbach, mais poser une question à Monsieur le Premier ministre, parce Vous auriez dû en que poser c'est une plusieurs, question vous, que Jean-Claude beaucoup de Casanova. Napoléoniens se Des posent, questions que j'ai critiques. oublié de lui poser à plusieurs Allez-y. reprises quand nous étions en privé, donc je vous la pose en public. Vous étiez en 2005 Premier ministre d'un gouvernement qui n'a pas j'ai compris la question. célébré la victoire de compris la Sterling. et 2006. J'ajoute que
parce que c'était vous, parce que c'était lui. L'actuel président de la République l'avait beaucoup regretté à l'époque. Et nous avions tous constaté, alors que vous avez fait un fantastique livre sur les 100 jours, que vous apparaissiez comme étant quelqu'un qui prenait de l'intérêt à Napoléon, on avait pensé que vous, Premier ministre, au moins, il y aurait un petit quelque chose. Or, il se trouve qu'il n'y a rien eu et que vous avez, ce jour-là, s'il m'en souvient bien, préféré faire un discours sans doute très important devant une chambre de commerce où... Et loin de moi l'idée de négliger l'intérêt d'une chambre de commerce. Avec tout le respect que Donc je vous pose porte, la cher question. Thierry Lens, et toute l'admiration que je vous porte, dire qu'il n'y a rien eu, c'est faux. Puisque Pascal Clément était place Vendôme, Devant chez lui, et que Michel Alliot-Marie s'était rendu sur place. nuitamment, et Elle s'est pas rendue forcément dans le cadre elle d'une s'est rendue action sur de l'État. place. Allez-y, la vérité. La vérité, La vérité. c'est qu'une commémoration, ça se prépare pas la veille. Et quand je suis Qu'est-ce que vous arrivé, vous empêchez de la préparer? Non, mais tout simplement l'absence d'organisation et l'idée que quelque chose de précipité n'aurait pas été juste. Nous étions dans une période extrêmement difficile de mobilisation, improvisée de façon hâtive, avec quelque chose, je crois, de mal, qui aurait été à mon sens mal ressenti. Alors là où j'ai des regrets, c'est qu'en général dans les commémorations, il y a des lobbies puissants qui préparent, anticipent, suggèrent. Je n'ai jamais eu sur mon bureau la moindre proposition, la moindre idée, Vous voulez dire que ni personne venant de n'avait l'administration, prévu le ni bicentenaire. venant de la classe Personne. politique, ni venant des institutionnels qui auraient pu avoir la moindre idée sur le Thierry sujet. Lens, mais celle de Jean-Claude Casanova. Non, mais nous avions en 2004, alors que l'État était absent, et on comprend que la République n'ait pas célébré la proclamation de l'Empire, on a dépensé 3 ou 4 millions de francs, je vous parle en francs, pour célébrer. On a refait la messe du Sacre à Notre-Dame et ainsi de suite. Nous avions invité quelques autorités qui étaient très prises ce soir-là, mais nous avons fait ça. Par ailleurs, Monsieur le Premier ministre, vous ne le savez probablement pas, mais il y a eu des tas de projets qui ont été faits, et y compris par des institutions françaises prestigieuses, et qui ont été annulés dans l'année. Alors moi, je vous ai toujours défendu sur ce plan-là en disant que vous veniez d'arriver. Non, c'est pas du tout de mon fait. Moi, la seule chose que je pouvais faire ce jour-là, c'était de me rendre place Vendôme en lieu et place du garde des Sceaux. Très attendu. Moi, j'étais à Austerlitz, mais donc voilà un brave. Mais vous y avez été très attendu et très regretté. Je vais vous dire. Alors, est-ce que vous avez dans vos papiers, dans vos tiroirs, vous avez adressé aux autorités telle ou telle proposition pour tel ou tel prochain anniversaire? Non, parce que vous savez, il y a un moment où on se dit qu'il vaut mieux faire les choses soi-même. Et puis, comme nous faisons essentiellement de l'histoire, on avait, nous, organisé la commémoration de 2004 parce que c'était aussi intéressant de discuter de cette proclamation de l'Empire qui n'est pas la création d'une monarchie, qui est une monarchisation de la République, à certains égards, avec des conditions. Alors enfin, il y a un dernier argument qu'il faut quand même dire autour de cette table, c'est que cette commémoration est venue au terme de tellement de commémorations qu'il est clair qu'en France, le rapport à la mémoire était dans une phase de saturation, avec des débats extrêmement vifs que nous avons connus au cours des dernières années. Donc je crois qu'il y a à repenser le principe même de la commémoration. Si j'avais un conseil à donner à tous les passionnés d'histoire, il faut trouver le moyen de commémorer différemment. Et il faut trouver le moyen de commémorer de façon plus innovante. Si commémorer, c'est purement et simplement exalter à un moment donné le passé sans être capable d'en tirer quelque chose de nouveau et d'utile, eh bien, je crois qu'on passe à côté de ce que doit être véritablement une fête. Il y avait un projet franchement européen qui a été annulé. Ça, c'est pas de mon fait. Que chacun me dise en quelques mots, si on avait à commémorer aujourd'hui telle ou telle phase forte de l'Empire, etc., qu'est-ce qui peut être utile aujourd'hui pour les années qui viennent? Thierry Lens. Écoutez, maintenant, si je puis dire, le bon temps de l'Empire est passé. Hein. On arrive vers les périodes où ça va être de plus en plus difficile. Alors nous, on va probablement faire un grand colloque sur Napoléon III, dont c'est le bicentenaire de la naissance l'année prochaine. Ça nous évitera de parler en France de l'Espagne, mais on va aller en Espagne en parler. La Cour des comptes, en ce moment, célèbre son bicentenaire. Pour le futur, qu'est-ce qui serait utile de savoir et de tirer comme expérience? Parler de l'Espagne, il y a beaucoup de leçons à tirer de la guerre d'Espagne, y compris aujourd'hui en Irak. Non, je crois qu'il y a un problème profond, si vous voulez, dans cette affaire Napoléon, parce que, bon, on a célébré les créations sans célébrer le créateur. Donc on a eu droit au corps préfectoral, le Conseil d'État, la Légion d'honneur, maintenant la Cour des comptes, la Banque de France, etc. Donc là, il y a un vrai problème Mais ce déséquilibre traduit, et d'ailleurs c'est un problème grave pour la France, mais l'Allemagne est dans une situation similaire, et l'Italie et l'Espagne aussi, c'est-à-dire qu'il y a un malheur historique. Les Français ne sont pas tout à fait réconciliés avec leur histoire. Ils ont une assez grande difficulté
Aujourd'hui, toute célébration historique poserait problème. Aussi le Second Empire, la monarchie, la guerre de Vendée, tout pose problème, et donc il y a un problème assez grave de l'identité française que vous n'avez pas en Grande-Bretagne, où il y a une espèce, au fond, d'histoire nationale un peu artificielle. Donc, Kamenstein, vous comprenez ces débats, vous qui vivez à New York, et en même temps cet intérêt pour la phase de à la fois la Révolution et de l'Empire napoléonien. Vous comprenez? Oh ben naturellement. Je veux dire, comment ne pas comprendre que quelqu'un qui met fin à la Révolution et qui crée au fond un nouveau régime n'est pas intéressant? Bien sûr que c'est intéressant. Mais il n'y a pas ça aux États-Unis. D'abord, l'histoire est plus courte, et puis il n'y a pas eu ces grands remous. Il y a eu quand même une grande stabilité constitutionnelle. Donc on ne peut absolument pas comparer. Ils ont tellement de problèmes. Ils ont énormément de problèmes, mais il y a une stabilité. Dominique de Villepin. Les États-Unis se célèbrent eux-mêmes. Si vous voulez, il suffit de célébrer Washington, Lincoln et Roosevelt, et tous les Américains se célèbrent. Dominique de Villepin, vous citez Raymond Aron, qui disait « Les deux héros de l'histoire allemande, Frédéric II et Bismarck, durent leur succès à la force et à la ruse, mais aussi à la modération. Les Français s'obstinent à traiter en héros Louis XIV et Napoléon, auxquels manquèrent par-dessus tout sagesse et mesure. » Vous souscrivez? C'est un sujet de débat. Non, mais c'est un sujet de débat. Moi, je serais sans doute moins cruel que ne l'est Raymond Aron, parce que la mesure est fonction des circonstances. Faire preuve de mesure en pleine période révolutionnaire pour apprivoiser le torrent révolutionnaire, c'est pas tout à fait pareil que dans d'autres périodes de notre histoire. Il faut voir les forces qui étaient déchaînées et que Bonaparte a réussi à apprivoiser, à calmer et à domestiquer. Donc je pense qu'il ne faut jamais oublier les périodes de l'histoire. Les hommes de pouvoir sont confrontés à des situations différentes, et évidemment chacun a un rôle à jouer. Vous sentez bien dans la peau d'un historien aujourd'hui? Très bien, c'est un immense bonheur, vous savez. Et quand on a été acteur, ou quand on a envie, comme l'autre, de faire un retour et redevenir un acteur? Oui, mais ça, c'est quelque chose qui est très indépendant souvent de la volonté, ça dépend des circonstances. Les circonstances sont maîtres, n'oubliez pas, moi je suis gaulliste, et j'ai toujours pensé que les hommes venaient derrière les circonstances. Merci à vous tous. Vous avez consacré les uns et les autres des années à Bonaparte et Napoléon. Vous continuez à travailler sur le personnage, les traces qu'il laisse dans notre société. Vous le ferez sans doute revenir. En tout cas, il est encore là. Et il ne faut pas être surpris. C'est Victor Hugo qui disait, l'un de vous le rappelle, il disait déjà, Napoléon, toujours lui, encore lui, lui partout. Ben, c'est encore le cas. Et c'est pourquoi Napoléon a sa place dans cette émission Bibliothèque Médicis, réalisée par Philippe Lallemand, avec Anne-Marie Moreau, Françoise Mananti. Merci où que vous soyez, en France, au Maghreb, dans le monde, en Europe, vous qui êtes fidèles de Bibliothèque Médicis et qui nous l'écrivez. À bientôt. Merci.